Il y a un an, un web documentaire remarqué CHU de Grenoble, à la fin de l'Omerta, donnait la parole aux soignants en souffrance. Caroline Chaumet, professeur Christian Marescot, bonjour. Bonjour. Alors Caroline Chaumet, vous êtes la productrice et co-réalisatrice avec Bernard Nicolas d'un second documentaire diffusé sur Internet qui s'appelle CHU de Strasbourg, l'art du camouflage. Et Christian Marescot, vous êtes neurologue aujourd'hui à la retraite. Vous avez été responsable de l'unité neurovasculaire de cet hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. Pourquoi vous avez choisi cet hôpital ? On avait rencontré avec Bernard Christian Marescot en 2015, qui était qu'on appelle un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il avait alerté la direction de son établissement sur des problèmes, sur des dysfonctionnements assez graves dans la prise en charge des patients. On avait ce projet de film sur Strasbourg depuis assez longtemps, seulement ça nécessitait beaucoup d'enquêtes et de recherches sur les différents cas dont on nous avait parlé. Ce qui a déclenché vraiment la mise en production de Strasbourg, c'est le cas de Naomi Musenga, qui est décédée en décembre 2017, et le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui en a suivi. On va juste réécouter pour bien se remettre dans cette histoire quelques secondes de cet appel, justement. Allô ? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Voilà, cette jeune femme était morte quelques heures après. Pour essayer de mieux comprendre votre travail, je vous pose une question qui est peut-être un petit peu crue, mais c'est quoi votre combat ? Je dis ça parce qu'en fait, finalement, c'est à peu près, vous recensez 5 cas dramatiques dans le documentaire sur 10 ans à l'hôpital de Strasbourg. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est juste une erreur médicale atroce, avec des conséquences atroces? Mais c'est quoi exactement le but de votre documentaire ? Alors, je pense qu'on ne parle pas du tout d'erreur médicale. On parle de ce qu'a remarqué l'IGAS. L'hôpital de Strasbourg bloque la possibilité de savoir le nombre et la nature des événements indésirables graves qui se produisent à Strasbourg, et donc empêche de corriger une procédure qui est mauvaise. Et je voudrais juste, pour en donner un exemple, vous avez parlé de ces enfants mal pris en charge pour leur maladie génétique. Quand je vois, moi, un enfant dont les 2 parents sont menacés de prison, parce que l'expert a affirmé qu'il n'y avait aucune autre explication que la maltraitance à la hémorragie qu'il a eue au niveau des méninges, et que c'est grâce à la police qui exige que l'hôpital fasse un bilan, que l'on arrive à découvrir la maladie génétique qui était en cause, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le bon fonctionnement. Donc, pour venir sur ce que vous disiez sur ces maladies génétiques rares, c'est dramatique de les méconnaître. Mais c'est monstrueux d'accuser les parents de maltraitance parce qu'on n'a pas été fichu de poser le diagnostic. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans les cas dont j'ai eu à connaître. Voilà, justement, comme on parle là du petit Luc Mann, on va juste regarder un petit extrait. Mon conjoint était en train de changer Lucas. Au bout d'un moment, il vient me chercher en panique parce que Lucas avait régurgité et qu'il réagissait plus. Donc du coup, directement, j'appelle le SAMU. La médecin qui s'occupait du petit est venue nous voir et elle nous accusait directement oui, c'est obligé qu'il est tombé ou que vous avez fait quelque chose, que vous l'avez secoué. Personne ne voulait me croire. Ce que je n'ai pas fait voulait que je le dise, clairement. Cédric, il est déféré devant un juge des libertés, et donc 48 heures après, et il est directement envoyé en prison à l'LEO, en détention provisoire. Qu'est-ce qui lui est reproché ? D'avoir tué Lucas. Professeur Marescot, est-ce que vous pouvez nous rappeler, on le disait, vous êtes un lanceur d'alerte, ce que vous avez signalé comme dysfonctionnement à l'époque avec un signalement au procureur de la République, ça concernait la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ? Ça concernait la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, le détournement du gros matériel au détriment des urgences, du matériel d'imagerie au détriment des urgences pour les patients privés, et une situation invraisemblable, celle pour laquelle j'étais venu vous voir, où une patiente de 20 ans, tétraplégique, a attendu de 5 heures du matin à 21 heures une IRM. Les IRM avaient tourné de 7 heures du matin à 17 heures pour faire du privé. On avait fermé et on avait attendu que le médecin de garde vienne pour lui faire son IRM urgente, qui avait en plus été mal interprétée. Donc pour venir, alors qu'on sait que l'urgence est vraiment prioritaire, effectivement, pour ces accidents vasculaires. A priori, oui. Et on pourrait penser que l'urgence est prioritaire dans les services d'urgence, plus que les patients ambulatoires, privés, qui vont bien et qui jamais ne refuseraient de perdre un tour
au bénéfice d'un patient urgent. Vous avez été mis à la retraite anticipée à la suite de ça ? J'ai pas eu le consultanat que quasiment tous les professeurs de médecine de France ont eu, ce qui veut dire que j'ai eu, comme travail à l'hôpital, une retraite qui s'est faite 3 ans plus tôt que prévu et que j'ai appris par les portiers de l'hôpital. Parce que je suis arrivé à l'hôpital et ma carte n'ouvrait plus et le portier m'a dit « vous ne faites plus partie de la liste du personnel ». Ce qui est terrible, je trouve, dans votre documentaire, c'est que effectivement, une erreur de prise en charge, même si ce n'est pas une erreur médicale, mais une erreur de prise en charge. Mais ce qui fait très très mal, c'est qu'effectivement, derrière, on a l'impression qu'il y a une véritable omerta. Et le problème, c'est que cette omerta, évidemment, fait mal aux gens qui sont autour de l'enfant décédé. Mais surtout qu'en fait, on se rend compte que ça les empêche de faire leur deuil, de savoir comment leur enfant et pourquoi leur enfant est mort. C'est ça qui est terrible, finalement. Alors, il y a ça, en fait, il y a ça, et il y a aussi, pour revenir sur votre question précédente, les raisons aussi pour lesquelles on a fait ce film. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les cas d'alerte, que ce soit dans le milieu médical ou ailleurs, on peut mettre beaucoup d'énergie à isoler et à évincer, dans le cas d'un médecin, ce qui a été le cas de Christian Maresco, quelqu'un qui fait correctement son travail et qui essaie de faire en sorte que le système fonctionne mieux. C'est-à-dire que les dysfonctionnements qui ont lieu, qui peuvent avoir lieu partout et qui ont lieu partout dans les hôpitaux en France, Strasbourg n'est pas un cas isolé. Il y a une pression qui est mise assez forte pour ne pas prendre en charge l'erreur médicale et considérer que ce n'est pas une erreur médicale, justement, et que donc on va accuser systématiquement les familles et d'être responsables, ou les patients eux-mêmes, de leur pathologie. Mais quand on voit dans le film, il y a un jeune garçon qui s'appelle Maxime Walter, avec un médecin qui a fait une erreur quand même très très lourde, qui a été condamné pour ça. Alors, juste, je vous arrête une seconde, parce qu'on va voir l'extrait, et puis on en reparle. D'accord. Il a fait un soleil par-dessus le vélo sur une pente. Le souci, c'est qu'il ne s'est pas dégagé de sa machine et il a pris le guidon dans le bas-ventre. Mais le souci, c'est quoi? C'est que pourquoi, quand un médecin est appelé dès 12h50, il met presque 6 heures à venir se déplacer? On l'appellera d'ailleurs, j'arrondis les chiffres, à 1h, à 2h, à 3h30, et il viendra entre 6h et 6h30 et décidera, je le dis haut et fort, de laisser mourir Max. Le mardi soir, quand ils ont enfin arrêté toutes les machines et que le cœur s'est arrêté de battre, il y a l'infirmière qui me retient et qui me dit « Monsieur, battez-vous, ce qu'ils lui ont fait n'est pas normal ». Donc, par rapport à ce cas précisément, on a un médecin, le docteur Mogg, qui a été condamné. Il a fait appel, donc c'est suspensif, mais il exerce toujours à l'hôpital. Et moi, en tant que patiente potentielle, j'ai du mal à comprendre comment ce médecin continue d'exercer à l'hôpital de Strasbourg, alors que le professeur Maresco, qui n'a fait que alerter sur des dysfonctionnements pour que la prise en charge soit meilleure, lui par contre, tout est possible pour l'évincer, pour faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir son rôle de médecin à l'hôpital. Donc comment est-ce qu'un hôpital, qui est un employeur, peut considérer qu'une faute aussi grave que celle qui a été commise sur Maxime Walter, on laisse le médecin en place, l'appel est suspensif, d'accord, mais néanmoins il y a une condamnation, et il continue d'opérer. Moi, ça, je ne comprends pas. Un dernier mot, juste. Il n'y a pas les responsables de l'hôpital dans le documentaire? Alors, c'est effectivement les grands absents, mais c'est la politique de la chaise vide qui a été... Vous l'avez proposé, bien évidemment. Naturellement. Ils ont été contactés à plusieurs reprises. On a filmé les entretiens et les réponses écrites qui nous ont été soumises. Malheureusement, personne n'a souhaité prendre la parole. Donc, ça donne peut-être un sentiment de film à charge, mais on a bien essayé d'avoir leur point de vue et ils n'ont pas souhaité le donner. C'était important de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, c'est vraiment un documentaire très fort. C'est visible sur Internet, sur le site passeurdalerte au pluriel.org. Merci à tous les deux. Merci.